Germinal, partie 16 du livre audio, chapitre 5 de la partie 7. En bas du puits, les misérables abandonnés hurlaient de terreur. Maintenant, ils avaient de l'eau jusqu'au ventre. Le bruit du torrent les étourdissait, les dernières chutes du cuvelage leur faisaient croire à un craquement suprême du monde. Et ce qui achevait de les affoler, c'étaient les hennissements des chevaux enfermés dans l'écurie, un cri de mort, terrible, inoubliable, d'animal qu'on égorge. Mouque avait lâché bataille, le vieux cheval était là, tremblant, l'œil dilaté et fixe sur cette eau qui montait toujours. Rapidement, la salle de l'accrochage s'emplissait. On voyait grandir la crue verdâtre, à la lueur rouge des 3 lampes, brûlant encore sous la voûte. Et, brusquement, quand il sentit cette glace lui tremper le poil, il partit des 4 fers, dans un galop furieux. Il s'engouffra et se perdit au fond d'une des galeries de roulage. Alors, ce fut un sauve-qui-peut. Les hommes suivirent cette bête. « Plus rien à foutre ici !» criait Mouque. « Faut voir par Réquillart !» Cette idée qu'ils pourraient sortir par la vieille fosse voisine, s'ils y arrivaient avant que le passage fût coupé, les emportait maintenant. Les 20 se bousculaient à la file, tenant leurs lampes en l'air pour que l'eau ne les éteignît pas. Heureusement, la galerie s'élevait d'une pente insensible. Ils allèrent pendant 200 mètres, luttant contre le flot, sans être gagnés davantage. Des croyances endormies se réveillaient dans ces âmes éperdues. Ils invoquaient la terre. C'était la terre qui se vengeait, qui lâchait ainsi le sang de la veine parce qu'on lui avait tranché une artère. Un vieux bégayait des prières oubliées, en pliant ses pouces en dehors pour apaiser les mauvais esprits de la mine. Mais, au premier carrefour, un désaccord éclata. Le palefrenier voulait passer à gauche. D'autres juraient qu'on raccourcirait si l'on prenait à droite. 1 minute fut perdue. « Eh, laissez-y la peau ! Qu'est-ce que ça me fiche !» s'écria brutalement Chaval. « Moi, je file par là !» Il prit la droite. 2 camarades le suivirent. Les autres continuèrent à galoper derrière le père Mouque qui avait grandi au fond de Réquillart. Pourtant, il hésitait lui-même, ne savait par où tourner. Les têtes s'égaraient, les anciens ne reconnaissaient plus les voies dont les chevaux s'étaient comme embrouillés devant eux. À chaque bifurcation, une incertitude les arrêtait court, et il fallait se décider pourtant. Étienne courait le dernier, retenu par Catherine, que paralysaient la fatigue et la peur. Lui aurait filé à droite, avec Chaval, car il le croyait dans la bonne route. Mais il l'avait lâché, quitte à rester au fond. D'ailleurs, la débandade continuait. Des camarades avaient encore tiré de leur côté. Il n'était plus que 7 derrière le vieux Mouque. « Pends-toi à mon cou, je te porterai, » dit Étienne à la jeune fille en la voyant faiblir. « Non, laisse, » murmura-t-elle. « Je ne peux plus. J'aime mieux mourir tout de suite. » Il s'attardait, de 50 mètres en arrière, et il la soulevait malgré sa résistance lorsque la galerie brusquement se boucha. Un bloc énorme qui s'effondrait et les séparait des autres. L'inondation détrempait déjà les roches. Des éboulements se produisaient de tous côtés. Ils durent revenir sur leurs pas, puis ils ne surent plus dans quel sens ils marchaient. C'était fini. Il fallait abandonner l'idée de remonter par Réquillart. Leur unique espoir était de gagner les tailles supérieures, où l'on viendrait peut-être les délivrer si les eaux baissaient. Étienne reconnut enfin la veine Guillaume. « Bon, dit-il, je sais où nous sommes. Nom de Dieu, nous étions dans le vrai chemin. Mais va te faire fiche, maintenant. Écoute, allons tout droit. Nous grimperons par la cheminée. » Le flot battait leur poitrine. Ils marchaient très lentement. Tant qu'ils auraient de la lumière, ils ne désespéreraient pas. Et ils soufflèrent l'une des lampes pour en économiser l'huile, avec la pensée de la vider dans l'autre. Ils atteignaient la cheminée, lorsqu'un bruit, derrière eux, les fit se tourner. Étaient-ce donc les camarades, barrés à leur tour, qui revenaient ? Un souffle ronflait au loin.
Il ne s'expliquait pas cette tempête qui se rapprochait dans un éclaboussement d'écume. Et ils crièrent quand ils virent une masse géante, blanchâtre, sortir de l'ombre et lutter pour les rejoindre entre les boisages trop étroits où elle s'écrasait. C'était bataille. En partant de l'accrochage, il avait galopé le long des galeries noires, éperdument. Il semblait connaître son chemin dans cette ville souterraine qu'il habitait depuis 11 années, et ses yeux voyaient clair au fond de l'éternelle nuit où il avait vécu. Il galopait, pliant la tête, ramassant les pieds, filant par ces boyaux minces de la terre, emplis de son grand corps. Les rues se succédaient, les carrefours ouvraient leurs fourches, sans qu'il hésitât. Où allait-il ? Là-bas, peut-être, à cette vision de sa jeunesse, au moulin où il était né, sur le bord de la Scarpe, au souvenir confus du soleil, brûlant en l'air comme une grosse lampe. Il voulait vivre, sa mémoire de bête s'éveillait, l'envie de respirer encore de l'air des plaines le poussait droit devant lui, jusqu'à ce qu'il eût découvert le trou, la sortie sous le ciel chaud, dans la lumière. Et une révolte emportait sa résignation ancienne. Cette fosse l'assassinait après l'avoir aveuglé. L'eau qui le poursuivait le fouettait aux cuisses, le mordait à la croupe. Mais à mesure qu'il s'enfonçait, les galeries devenaient plus étroites, abaissant le toit, renflant le mur. Il galopait quand même, il s'écorchait, laissait au boisage des lambeaux de ses membres. De toutes parts, la mine semblait se resserrer sur lui, pour le prendre et l'étouffer. Alors, Étienne et Catherine, comme il arrivait près d'eux, l'aperçurent qui s'étranglait entre les roches. Il avait buté, il s'était cassé les 2 jambes de devant. D'un dernier effort, il se traîna quelques mètres, mais ses flancs ne passaient plus. Il restait enveloppé, garrotté par la terre. Et sa tête saignante s'allongea, chercha encore une fente de ses gros yeux troubles. L'eau le recouvrait rapidement. Il se mit à hennir, du râle prolongé, atroce, dont les autres chevaux étaient morts déjà dans l'écurie. Ce fut une agonie effroyable, cette vieille bête, fracassée, immobilisée, se débattant à cette profondeur, loin du jour. Son cri de détresse ne cessait pas, le flot noyait sa crinière, qu'il le poussait plus rauque, de sa bouche tendue et grande ouverte. Il y eut un dernier enflement, le bruit sourd d'un tonneau qui s'emplit. Puis un grand silence tomba. « Ah, mon Dieu ! Emmène-moi » sanglotait Catherine. « Ah, mon Dieu ! J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Emmène-moi, emmène-moi » Elle avait vu la mort, le puits écroulé, la fosse inondée. Rien ne lui avait soufflé à la face cette épouvante, cette clameur de bataille agonisant. Et elle l'entendait toujours, ses oreilles en bourdonnaient, toute sa chair en frissonnait. « Emmène-moi, emmène-moi » Étienne l'avait saisie et l'emportait. D'ailleurs, il était grand temps, ils montèrent dans la cheminée, trempés jusqu'aux épaules. Lui devait l'aider, car elle n'avait plus la force de s'accrocher au bois. À 3 reprises, il crut qu'elle lui échappait, qu'elle retombait dans la mer profonde dont la marée grondait derrière eux. Cependant, ils purent respirer quelques minutes, quand ils eurent rencontré la première voie, libre encore. L'eau reparut, il fallut se hisser de nouveau. Et, durant des heures, cette montée continua, la crue les chassait, de voie en voie, les obligeait à s'élever toujours. Dans la 6e, un répit les enfiévra d'espoir. Il leur semblait que le niveau demeurait stationnaire. Mais une hausse plus forte se déclara. Ils durent grimper à la 7e, puis à la 8e. Une seule restait, et quand ils y furent, ils regardèrent anxieusement chaque centimètre que l'eau gagnait. Si elle ne s'arrêtait pas, ils allaient donc mourir ? Comme le vieux cheval, écrasé contre le toit, la gorge emplie par le flot. Des éboulements retentissaient à chaque instant. La mine entière était ébranlée, d'entrailles trop grêles, éclatant de la coulée énorme qui la gorgeait. Au bout des galeries, l'air refoulé s'amassait, se comprimait,
partait en explosions formidables, parmi les roches fendues et les terrains bouleversés. C'était le terrifiant vacarme des cataclysmes intérieurs, un coin de la bataille ancienne, lorsque les déluges retournaient la terre en abîmant les montagnes sous les plaines. Et Catherine, secouée, étourdie de cet effondrement continu, joignait les mains, bégayait les mêmes mots sans relâche. « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Pour la rassurer, Étienne jurait que l'eau ne bougeait plus. Leur fuite durait bien depuis 6 heures. On allait descendre à leur secours. Et il disait 6 heures sans savoir. La notion exacte du temps leur échappait. En réalité, un jour entier s'était écoulé déjà dans leur montée au travers de la veine Guillaume. Mouillés, grelottants, ils s'installèrent. Elle se déshabilla sans honte pour tordre ses vêtements. Puis elle remit la culotte et la veste qui achevèrent de sécher sur elle. Comme elle était pieds nus, lui, qui avait ses sabots, la força à les prendre. Ils pouvaient patienter maintenant. Ils avaient baissé la mèche de la lampe, ne gardant qu'une lueur faible de veilleuse. Mais des crampes leur déchirèrent l'estomac. Tous deux s'aperçurent qu'ils mouraient de faim. Jusque-là, ils ne s'étaient pas sentis vivre. Au moment de la catastrophe, ils n'avaient point déjeuné, et ils venaient de retrouver leur tartine, gonflée par l'eau, changée en soupe. Elle dut se fâcher pour qu'il voulût bien accepter sa part. Dès qu'elle eut mangé, elle s'endormit de lassitude, sur la terre froide. Lui, brûlé d'insomnie, la veillait, le front entre les mains, les yeux fixes. Combien d'heures s'écoulèrent ainsi ? Il n'aurait pu le dire. Ce qu'il savait, c'était que devant lui, par le trou de la cheminée, il avait vu reparaître le flot noir et mouvant, la bête dont le dos s'enflait sans cesse pour les atteindre. D'abord, il n'y eut qu'une ligne mince, un serpent souple qui s'allongea, puis cela s'élargit en une échine grouillante, rampante, et bientôt ils furent rejoints, les pieds de la jeune fille endormie trempèrent. Anxieux, il hésitait à la réveiller. N'était-ce pas cruel de la tirer de ce repos, de l'ignorance anéantie qui la berçait peut-être dans un rêve de grand air et de vie au soleil ? Par où fuir, d'ailleurs ? Et il cherchait, et il se rappela que le plan incliné, établi dans cette partie de la veine, communiquait, bout à bout, avec le plan qui desservait l'accrochage supérieur. C'était une issue. Il la laissa dormir encore, le plus longtemps qu'il fut possible, regardant le flot gagner, attendant qu'il les chassât. Enfin, il la souleva doucement, et elle eut un grand frisson. « Ah, mon Dieu, c'est vrai, ça recommence, mon Dieu !» Elle se souvenait, elle criait de retrouver la mort prochaine. « Non, calme-toi, murmura-t-il, on peut passer, je te jure. » Pour se rendre au plan incliné, ils durent marcher ployés en deux, de nouveau mouillés jusqu'aux épaules. Et la montée recommença, plus dangereuse, par ce trou boisé entièrement, long d'une centaine de mètres. D'abord, ils voulurent tirer le câble, afin de fixer en bas l'un des chariots, car si l'autre était descendu, pendant leur ascension, il les aurait broyés. Mais rien ne bougea, un obstacle faussait le mécanisme. Ils se risquèrent, n'osant se servir de ce câble qui les gênait, s'arrachant les ongles contre les charpentes lisses. Lui venait le dernier, la retenait du crâne quand elle glissait, les mains sanglantes. Brusquement, ils se cognèrent contre des éclats de poutres qui barraient le plan. Des terres avaient coulé, un éboulement empêchait d'aller plus haut. Par bonheur, une porte s'ouvrait là, et ils débouchèrent dans une voie. Devant eux, la lueur d'une lampe les stupéfia. Un homme leur criait rageusement. « Encore des malins aussi bêtes que moi !» Ils reconnurent Chaval, qui se trouvait bloqué par l'éboulement dont les terres comblaient le plan incliné, et les 2 camarades, partis avec lui, étaient même restés en chemin, la tête fendue. Lui, blessé au coude, avait eu le courage de retourner sur les genoux, prendre leurs lampes et les fouiller pour voler leurs tartines. Comme il s'échappait, un dernier effondrement, derrière son dos, avait bouché la galerie. Tout de suite, il se jura de ne point partager ses provisions avec ces gens qui sortaient de terre.
il les aurait assommés. Puis, il les reconnut à son tour, et sa colère tomba, il se mit à rire de joie mauvaise. « Ah, c'est toi, Catherine. Tu t'es cassé le nez, et tu as voulu rejoindre ton homme. Bon, nous allons la danser ensemble. » Il affectait de ne pas voir Étienne. Ce dernier, bouleversé de la rencontre, avait eu un geste pour protéger la herscheuse qui se serrait contre lui. Pourtant, il fallait bien accepter la situation. Il demanda simplement aux camarades, comme s'ils s'étaient quittés bons amis, 1 heure plus tôt. « As-tu regardé au fond ? On ne peut donc passer par les tailles ?» Chaval ricanait toujours. « Ah, oui, par les tailles. Elles se sont éboulées aussi. Nous sommes entre 2 murs, une vraie souricière. Mais tu peux t'en retourner par le plan, si tu es un bon plongeur. » En effet, l'eau montait. On l'entendait clapoter. La retraite se trouvait coupée déjà. Et il avait raison. C'était une souricière, un bout de galerie que des affaissements considérables obstruaient en arrière et en avant. Pas une issue. Tous 3 étaient murés. « Alors, tu restes ?» ajouta Chaval goguenard. « Va, c'est ce que tu feras de mieux. Et si tu me fiches la paix, moi, je ne te parlerai seulement pas. Il y a encore ici de la place pour 2 hommes. Nous verrons bientôt lequel crèvera le premier, à moins qu'on ne vienne, ce qui me semble difficile. » Le jeune homme reprit. « Si nous tapions, on nous entendrait peut-être. »« J'en suis là, de taper. Tiens, essaye toi-même avec cette pierre. » Étienne ramassa le morceau de grès que l'autre avait émietté déjà, et il battit contre la veine, au fond, le rappel des mineurs, le roulement prolongé dont les ouvriers en péril signalent leur présence. Puis il colla son oreille pour écouter. À 20 reprises, il s'entêta. Aucun bruit ne répondait. Pendant ce temps, Chaval affecta de faire froidement son petit ménage. D'abord, il rangea ses 3 lampes contre le mur. Une seule brûlait, les autres serviraient plus tard. Ensuite, il posa sur une pièce du boisage les 2 tartines qu'il avait encore. C'était le buffet. Il irait bien 2 jours avec ça, s'il était raisonnable. Il se tourna en disant « Tu sais, Catherine, il y en aura la moitié pour toi quand tu auras trop faim. » La jeune fille se taisait. Cela comblait son malheur, de se retrouver entre ces 2 hommes. Et l'affreuse vie commença. Ni Chaval ni Étienne n'ouvraient la bouche, assis par terre, à quelques pas. Sur la remarque du premier, le second éteignit sa lampe. Un luxe de lumière inutile. Puis, ils retombèrent dans leur silence. Catherine s'était couchée près du jeune homme, inquiète des regards que son ancien galant lui jetait. Les heures s'écoulaient, on entendait le petit murmure de l'eau montant sans cesse. Tandis que, de temps à autre, des secousses profondes, des retentissements lointains annonçaient les derniers tassements de la mine. Quand la lampe se vida et qu'il fallut en ouvrir une autre pour l'allumer, la peur du grisou les agita un instant. Mais ils aimaient mieux sauter tout de suite que de durer dans les ténèbres. Et rien ne sauta. Il n'y avait pas de grisou. Ils s'étaient allongés de nouveau, les heures se remirent à couler. Un bruit émotionna Étienne et Catherine, qui levèrent la tête. Chaval se décidait à manger. Il avait coupé la moitié d'une tartine, il mâchait longuement pour ne pas être tenté d'avaler tout. Eux, que la faim torturait, le regardèrent. « Vrai ? Tu refuses ?» dit-il à la herscheuse de son air provoquant. « Tu as tort. » Elle avait baissé les yeux, craignant de céder, l'estomac déchiré d'une telle crampe que des larmes gonflaient ses paupières. Mais elle comprenait ce qu'il demandait. Déjà, le matin, il lui avait soufflé sur le cou. Il était repris d'une de ses anciennes fureurs de désir, en la voyant près de l'autre. Les regards dont il l'appelait avaient une flamme qu'elle connaissait bien, la flamme de ses crises jalouses, quand il tombait sur elle à coups de poing, en l'accusant d'abomination avec le logeur de sa mère. Et elle ne voulait pas, elle tremblait, en retournant à lui, de jeter ces 2 hommes l'un sur l'autre dans cette cave étroite où ils agonisaient.
Mon Dieu, est-ce qu'on ne pouvait finir en bonne amitié? Étienne serait mort d'inanition plutôt que de mendier à Chaval une bouchée de pain. Le silence s'alourdissait, une éternité encore parut se prolonger avec la lenteur des minutes monotones qui passaient une à une sans espoir. Il y avait un jour qu'ils étaient enfermés ensemble. La deuxième lampe pâlissait. Ils allumèrent la troisième. Chaval entama son autre tartine. Et il grogna. « Viens donc, bête !» Catherine eut un frisson. Pour la laisser libre, Étienne s'était détourné. Puis, comme elle ne bougeait pas, il lui dit à voix basse. « Va, mon enfant. » Les larmes qu'elle étouffait ruisselèrent alors. Elle pleurait longuement, ne trouvant même pas la force de se lever, ne sachant plus si elle avait faim, souffrant d'une douleur qui la tenait dans tout le corps. Lui s'était mis debout, allait et venait, battait vainement le rappel des mineurs, enragé de ce reste de vie qu'on l'obligeait à vivre là, collé au rival qui l'exécrait. Pas même assez de place pour crever loin l'un de l'autre. Dès qu'il avait fait 10 pas, il devait revenir et se cogner contre cet homme. Et elle, la triste fille, qu'il se disputait jusque dans la terre. Elle serait au dernier vivant. Cet homme la lui volerait encore, si lui partait le premier. Ça n'en finissait pas. Les heures suivaient les heures. La révoltante promiscuité s'aggravait avec l'empoisonnement des haleines, l'ordure des besoins satisfaits en commun. 2 fois, il se rua sur les roches, comme pour les ouvrir à coups de poing. Une nouvelle journée s'achevait, et Chaval s'était assis près de Catherine, partageant avec elle sa dernière moitié de tartine. Elle mâchait les bouchées péniblement. Il les lui faisait payer chacune d'une caresse, dans son entêtement de jaloux qui ne voulait pas mourir sans la ravoir, devant l'autre. Épuisée, elle s'abandonnait, mais lorsqu'il tâcha de la prendre, elle se plaignit. « Oh, laisse, tu me casses les os !» Étienne, frémissant, avait posé son front contre les bois pour ne pas voir. Il revint d'un bond affolé. « Laisse-la, nom de Dieu !»« Est-ce que ça te regarde ?» dit Chaval. « C'est ma femme, elle est à moi peut-être. » Et il la reprit, et il la serra par bravade, lui écrasant sur la bouche ses moustaches rouges, continuant. « Fiche-nous la paix, hein ? Fais-nous le plaisir de voir là-bas si nous y sommes. » Mais Étienne, les lèvres blanches, criait. « Si tu ne la lâches pas, je t'étrangle !» Vivement, l'autre se mit debout, car il avait compris, au sifflement de la voix, que le camarade allait en finir. La mort leur semblait trop lente. Il fallait que, tout de suite, l'un des deux cédât la place. C'était l'ancienne bataille qui recommençait, dans la terre où ils dormiraient bientôt côte à côte. Et ils avaient si peu d'espace qu'ils ne pouvaient brandir leurs poings sans les écorcher. « Méfie-toi !» gronda Chaval. « Cette fois, je te mange !» Étienne, à ce moment, devint fou. Ses yeux se noyèrent d'une vapeur rouge. Sa gorge s'était congestionnée d'un flot de sang. Le besoin de tuer le prenait, irrésistible, un besoin physique, l'excitation sanguine d'une muqueuse qui détermine un violent accès de toux. Cela monta, éclata en dehors de sa volonté, sous la poussée de la lésion héréditaire. Il avait empoigné dans le mur une feuille de schiste, et il l'ébranlait, et il l'arrachait, très large, très lourde. Puis, à 2 mains, avec une force décuplée, il l'abattit sur le crâne de Chaval. Celui-ci n'eut pas le temps de sauter en arrière. Il tomba, la face broyée, le crâne fendu. La cervelle avait éclaboussé le toit de la galerie. Un jet pourpre coulait de la plaie, pareil au jet continu d'une source. Tout de suite, il y eut une mare où l'étoile fumeuse de la lampe se refléta. L'ombre envahissait ce caveau muré. Le corps semblait, par terre, la bosse noire d'un tas d'escaillage. Et, penché, l'œil élargi, Étienne le regardait. C'était donc fait. Il avait tué. Confusément, toutes ces luttes lui revenaient à la mémoire. Cet inutile combat contre le poison qui dormait dans ses muscles.
l'alcool lentement accumulé de sa race. Pourtant, il n'était ivre que de faim. L'ivresse lointaine des parents avait suffi. Ses cheveux se dressaient devant l'horreur de ce meurtre, et malgré la révolte de son éducation, une allégresse faisait battre son cœur, la joie animale d'un appétit enfin satisfait. Il eut ensuite un orgueil, l'orgueil du plus fort. Le petit soldat lui était apparu, la gorge trouée d'un couteau, tué par un enfant. Lui aussi avait tué. Mais Catherine, toute droite, poussait un grand cri. « Mon Dieu, il est mort !»« Tu le regrettes ?» demanda Étienne, farouche. Elle suffoquait, elle balbutiait. Puis, chancelante, elle se jeta dans ses bras. « Ah, tue-moi aussi ! Ah, mourons tous les deux !» D'une étreinte, elle s'attachait à ses épaules, et il l'étreignait également, et ils espérèrent qu'ils allaient mourir. Mais la mort n'avait pas de hâte. Ils dénouèrent leurs bras, puis, tandis qu'elle se cachait les yeux, il traîna le misérable, il le jeta dans le plan incliné, pour l'ôter de l'espace étroit où il fallait vivre encore. La vie n'aurait plus été possible avec ce cadavre sous les pieds. Et ils s'épouvantèrent lorsqu'ils l'entendirent plonger au milieu d'un redressement d'écume. L'eau avait donc empli déjà ce trou. Ils l'aperçurent. Elle déborda dans la galerie. Alors, ce fut une lutte nouvelle. Ils avaient allumé la dernière lampe, elle s'épuisait en éclairant la crue, dont la hausse régulière, entêtée, ne s'arrêtait pas. Ils eurent d'abord de l'eau aux chevilles, puis elle leur mouilla les genoux. La voie montait. Ils se réfugièrent au fond, ce qui leur donna un répit de quelques heures. Mais le flot les rattrapa. Ils baignèrent jusqu'à la ceinture. Debout, acculés, l'échine collée contre la roche, ils la regardaient croître, toujours, toujours. Quand elle atteindrait leur bouche, ce serait fini. La lampe qu'ils avaient accrochée jaunissait la houle rapide des petites ondes. Elle pâlit, ils ne distinguèrent plus qu'un demi-cercle diminuant sans cesse, comme mangé par l'ombre qui semblait grandir avec le flux. Et, brusquement, l'ombre les enveloppa. La lampe venait de s'éteindre, après avoir craché sa dernière goutte d'huile. C'était la nuit complète, absolue, cette nuit de la terre qu'ils dormiraient, sans jamais rouvrir leurs yeux à la clarté du soleil. Nom de Dieu, jura sourdement Étienne. Catherine, comme si elle eût senti les ténèbres la saisir, s'était abritée contre lui. Elle répéta le mot des mineurs à voix basse. La mort souffle à la lampe. Pourtant, devant cette menace, leur instinct luttait. Une fièvre de vivre les ranima. Lui, violemment, se mit à creuser le schiste avec le crochet de la lampe, tandis qu'elle l'aidait de ses ongles. Ils pratiquèrent une sorte de banc élevé, et lorsqu'ils s'y furent hissés, tous les deux, ils se trouvèrent assis, les jambes pendantes, le dos ployé, car la voûte les forçait à baisser la tête. L'eau ne glaçait plus que leurs talons. Mais ils ne tardèrent pas à en sentir le froid leur couper les chevilles, les mollets, les genoux, dans un mouvement invincible et sans trêve. Le banc, mal aplani, se trempait d'une humidité si gluante qu'il devait se tenir fortement pour ne pas glisser. C'était la faim. Combien attendraient-ils, réduits à cette niche, où ils n'osaient risquer un geste, exténués, affamés, n'ayant plus ni pain ni lumière, et ils souffraient surtout des ténèbres qui les empêchaient de voir venir la mort. Un grand silence régnait. La mine, gorgée d'eau, ne bougeait plus. Ils n'avaient maintenant, sous eux, que la sensation de cette mer, enflant, du fond des galeries, sa marée muette. Les heures se succédaient, toutes également noires, sans qu'ils pussent en mesurer la durée exacte, de plus en plus égarés dans le calcul du temps. Leur torture, qui aurait dû allonger les minutes, les emportait, rapides. Ils croyaient n'être enfermés que depuis 2 jours et 1 nuit,
lorsqu'en réalité la 3e journée déjà se terminait. Toute espérance de secours s'en était allée. Personne ne les savait là, personne n'avait le pouvoir d'y descendre, et la faim les achèverait, si l'inondation leur faisait grâce. Une dernière fois, ils avaient eu la pensée de battre le rappel, mais la pierre était restée sous l'eau. D'ailleurs, qui les entendrait? Catherine, résignée, avait appuyé contre la veine sa tête endolorie, lorsqu'un tressaillement la redressa. « Écoute, dit-elle. » D'abord, Étienne crut qu'elle parlait du petit bruit de l'eau montant toujours. Il mentit, il voulut la tranquilliser. « C'est moi que tu entends, je remue les jambes. »« Non, non, pas ça, là-bas, écoute. » Et elle collait son oreille au charbon. Il comprit, il fit comme elle. Une attente de quelques secondes les étouffa. Puis, très lointain, très faible, ils entendirent 3 coups largement espacés. Mais ils doutaient encore, leurs oreilles sonnaient, c'était peut-être des craquements dans la couche. Et ils ne savaient avec quoi frapper pour répondre. Étienne eut une idée. « Tu as les sabots? Sors les pieds, tape avec les talons. » Elle tapa, elle battit le rappel des mineurs. Et ils écoutèrent, et ils distinguèrent de nouveau les 3 coups au loin. 20 fois ils recommencèrent. 20 fois les coups répondirent. Ils pleuraient, ils s'embrassaient au risque de perdre l'équilibre. Enfin, les camarades étaient là, ils arrivaient. C'était un débordement de joie et d'amour qui emportait les tourments de l'attente. La rage des appels longtemps inutiles, comme si les sauveurs n'avaient eu qu'à fendre la roche du doigt pour les délivrer. « Hein » criait-elle gaiement. « Est-ce une chance que j'ai appuyé la tête ?»« Oh, tu as une oreille » disait-il à son tour. « Moi, je n'entendais rien. » Dès ce moment, ils se relayèrent. Toujours l'un d'eux écoutait, prêt à correspondre au moindre signal. Ils saisirent bientôt des coups de rivelaine. On commençait les travaux d'approche. On ouvrait une galerie. Pas un bruit ne leur échappait. Mais leur joie tomba. Ils avaient beau rire, pour se tromper l'un l'autre, le désespoir les reprenait peu à peu. D'abord, ils s'étaient répandus en explications. On arrivait évidemment par équillard, la galerie descendait dans la couche. Peut-être en ouvrait-on plusieurs, car il y avait 3 hommes à l'abattage. Puis, ils parlèrent moins. Ils finirent par se taire quand ils en vinrent à calculer la masse énorme qui les séparait des camarades. Muets, ils continuaient leurs réflexions. Ils comptaient les journées et les journées qu'un ouvrier mettrait à percer un tel bloc. Jamais on ne les rejoindrait assez tôt. Ils seraient morts 20 fois. Et, mornes, n'osant plus échanger une parole dans ce redoublement d'angoisse, ils répondaient aux appels d'un roulement de sabots sans espoir, en ne gardant que le besoin machinal de dire aux autres qu'ils vivaient encore. Un jour, 2 jours se passèrent. Ils étaient au fond depuis 6 jours. L'eau, arrêtée à leurs genoux, ne montait ni ne descendait, et leurs jambes semblaient fondre dans ce bain de glace. Pendant 1 heure, ils pouvaient bien les retirer, mais la position devenait alors si incommode qu'ils étaient tordus de crampes atroces et qu'ils devaient laisser retomber les talons. Toutes les 10 minutes, ils se remontaient d'un coup de grain sur la roche glissante. Les cassures du charbon leur défonçaient l'échine. Ils éprouvaient à la nuque une douleur fixe et intense, d'avoir à la tenir ployée constamment pour ne pas se briser le crâne. Et l'étouffement croissait, l'air refoulé par l'eau se comprimait dans l'espèce de cloche où ils se trouvaient enfermés. Leur voix, assourdie, paraissait venir de très loin. Des bourdonnements d'oreilles se déclarèrent. Ils entendaient les volées d'un tocsin furieux, le galop d'un troupeau sous une averse de grêle, interminable. D'abord, Catherine souffrit horriblement de la faim. Elle portait à sa gorge ses pauvres mains crispées. Elle avait de grands souffles creux, une plainte continue, déchirante, comme si une tenaille lui eût arraché l'estomac. Étienne, étranglé par la même torture, tâtonnait fiévreusement dans l'obscurité, lorsque, près de lui, ses doigts rencontrèrent une pièce du boisage à moitié pourrie que ses ongles émiettaient.
et il en donna une poignée à la herscheuse qui l'engloutit goulûment. Durant 2 journées, ils vécurent de ce bois vermoulu. Ils le dévorèrent tout entier, désespérés de l'avoir fini, s'écorchant à vouloir entamer les autres, solides encore, et dont les fibres résistaient. Leur supplice augmenta. Ils s'enrageaient de ne pouvoir mâcher la toile de leurs vêtements. Une ceinture de cuir qui le serrait à la taille les soulagea un peu. Il en coupa de petits morceaux avec les dents et elle les broyait, s'acharnait à les avaler. Cela occupait leur mâchoire, leur donnait l'illusion qu'ils mangeaient. Puis, quand la ceinture fut achevée, ils se remirent à la toile, la suçant pendant des heures. Mais, bientôt, ces crises violentes se calmèrent. La faim ne fut plus qu'une douleur profonde, sourde, l'évanouissement même, lent et progressif, de leur force. Sans doute, ils auraient succombé s'ils n'avaient pas eu de l'eau, tant qu'ils en voulaient. Ils se baissaient simplement, buvaient dans le creux de leurs mains. Et cela à 20 reprises, brûlés d'une telle soif que toute cette eau ne pouvait l'étancher. Le 7e jour, Catherine se penchait pour boire, lorsqu'elle heurta de la main un corps flottant devant elle. « Dis donc, regarde, qu'est-ce que c'est ?» Étienne tâta dans les ténèbres. « Je ne comprends pas. On dirait la couverture d'une porte d'aérage. » Elle but, mais comme elle puisait une seconde gorgée, le corps revint battre sa main, et elle poussa un cri terrible. « C'est lui, mon Dieu !»« Qui donc ?»« Lui, tu sais bien. J'ai senti ses moustaches. » C'était le cadavre de Chaval, remonté du plan incliné, poussé jusqu'à eux par la crue. Étienne allongea le bras, sentit aussi les moustaches, le nez broyé, et un frisson de répugnance et de peur le secoua. Prise d'une nausée abominable, Catherine avait craché l'eau qui lui restait à la bouche. Elle croyait qu'elle venait de boire du sang, que toute cette eau profonde, devant elle, était maintenant le sang de cet homme. « Attends, » bégaya Étienne, « je vais le renvoyer. » Il donna un coup de pied au cadavre qui s'éloigna. Mais, bientôt, ils le sentirent de nouveau qui tapait dans leurs jambes. « Nom de Dieu, va-t'en donc !» Et, la 3e fois, Étienne dut le laisser. Quelques courants le ramenaient. Chaval ne voulait pas partir, voulait être avec eux, contre eux. Ce fut un affreux compagnon qui acheva d'empoisonner l'air. Pendant toute cette journée, ils ne burent pas, luttant, aimant mieux mourir. Et, le lendemain seulement, la souffrance les décida. Ils écartaient le corps à chaque gorgée, ils buvaient quand même. Ce n'était pas la peine de lui casser la tête, pour qu'il revînt entre lui et elle, entêté dans sa jalousie. Jusqu'au bout, il serait là, même mort, pour les empêcher d'être ensemble. Encore un jour, et encore un jour. Étienne, à chaque frisson de l'eau, recevait un léger coup de l'homme qui l'avait tué, le simple coudoiement d'un voisin qui rappelait sa présence. Et toutes les fois, il tressaillait. Continuellement, il le voyait, gonflé, verdi, avec ses moustaches rouges, dans sa face broyée. Puis, il ne se souvenait plus. Il ne l'avait pas tué. L'autre nageait et allait le mordre. Catherine, maintenant, était secouée de crises de larmes, longues, interminables, après lesquelles un accablement l'anéantissait. Elle finit par tomber dans un état de somnolence invincible. Il la réveillait, elle bégayait des mots, elle se rendormait tout de suite, sans même soulever les paupières. Et, de crainte qu'elle ne se noyât, il lui avait passé un bras à la taille. C'était lui, maintenant, qui répondait aux camarades. Les coups de rivelaine approchaient. Il les entendait derrière son dos. Mais ses forces diminuaient aussi. Il avait perdu tout courage à taper. On les savait là, pourquoi se fatiguer encore ? Cela ne l'intéressait plus qu'on pût venir. Dans l'hébétement de son attente, il en était, pendant des heures, à oublier ce qui l'attendait. Un soulagement les réconforta un peu. L'eau baissait.
le corps de Chaval s'éloigna. Depuis 9 jours, on travaillait à leur délivrance, et ils faisaient, pour la première fois, quelques pas dans la galerie, lorsqu'une épouvantable commotion les jeta sur le sol. Ils se cherchèrent, ils restèrent au bras l'un de l'autre, fous, ne comprenant pas, croyant que la catastrophe recommençait. Rien ne remuait plus, le bruit des rivelaines avait cessé. Dans le coin où ils se tenaient assis, côte à côte, Catherine eut un léger rire. « Il doit faire bon dehors. Viens, sortons d'ici. » Étienne, d'abord, lutta contre cette démence. Mais une contagion ébranlait sa tête plus solide. Il perdit la sensation juste du réel. Tous leurs sens se faussaient, surtout ceux de Catherine, agitée de fièvre, tourmentée à présent d'un besoin de paroles et de gestes. Les bourdonnements de ses oreilles étaient devenus des murmures d'eau courante, des chants d'oiseaux, et elle sentait un violent parfum d'herbe écrasée, et elle voyait clair, de grandes taches jaunes volaient devant ses yeux, si larges qu'elle se croyait dehors, près du canal, dans les blés, par une journée de beau soleil. « Hein, fait-il chaud ? Prends-moi donc, restons ensemble. Oh, toujours, toujours !» Il la serrait, elle se caressait contre lui, longuement, continuant dans un bavardage de fille heureuse. « Avons-nous été bêtes d'attendre si longtemps ? Tout de suite, j'aurais bien voulu de toi, et tu n'as pas compris, tu as boudé. Puis, tu te rappelles, chez nous, la nuit, quand nous ne dormions pas, le nez en l'air, à nous écouter respirer, avec la grosse envie de nous prendre. » Il fut gagné par sa gaieté, il plaisanta les souvenirs de leur muette tendresse. « Tu m'as battu une fois. Oui, des soufflets sur les 2 joues. »« C'est que je t'aimais, » murmura-t-elle. « Vois-tu, je me défendais de songer à toi. Je me disais que c'était bien fini. Et, au fond, je savais qu'un jour ou l'autre, nous nous mettrions ensemble. Il ne fallait qu'une occasion, quelque chance heureuse, n'est-ce pas ? » Un frisson le glaçait. Il voulut secouer ce rêve, puis il répéta lentement. « Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. »« Alors, tu me gardes ? C'est le bon coup, cette fois ?» Et, défaillante, elle glissa. Elle était si faible que sa voix assourdie s'éteignait. Effrayé, il l'avait retenue sur son cœur. « Tu souffres ? » Elle se redressa, étonnée. « Non, pas du tout. Pourquoi ?» Mais cette question l'avait éveillée de son rêve. Elle regarda éperdument les ténèbres. Elle tordit ses mains, dans une nouvelle crise de sanglots. « Mon Dieu, qu'il fait noir !» Ce n'étaient plus les blés, ni l'odeur des herbes, ni le chant des alouettes, ni le grand soleil jaune. C'était la mine éboulée, inondée, la nuit puante, l'égouttement funèbre de ce caveau où il râlait depuis tant de jours. La perversion de ses sens en augmentait l'horreur maintenant. Elle était reprise des superstitions de son enfance. Elle vit l'homme noir, le vieux mineur trépassé qui revenait dans la fosse tordre le cou aux vilaines filles. « Écoute, as-tu entendu ?»« Non, rien. Je n'entends rien. »« Si, l'homme, tu sais. Tiens, il est là. La terre a lâché tout le sang de la veine pour se venger de ce qu'on lui a coupé une artère. Et il est là, tu le vois, regarde, plus noir que la nuit. Oh, j'ai peur, oh, j'ai peur !» Elle se tut, grelottante. Puis, à voix très basse, elle continua. « Non, c'est toujours l'autre. »« Quel autre ?»« Celui qui est avec nous, celui qui n'est plus. » L'image de Chaval la hantait, et elle parlait de lui confusément, elle racontait leur existence de chien, le seul jour où il s'était montré gentil à Jean Bart, les autres jours de sottises et de gifles, quand il la tuait de ses caresses après l'avoir rouée de coups. « Je te dis qu'il vient, qu'il va nous empêcher encore d'aller ensemble. Ça le reprend, sa jalousie. Oh, renvoie-le, oh, garde-moi tout entière.
D'un élan, elle s'était pendue à lui, elle chercha sa bouche et y colla passionnément la sienne. Les ténèbres s'éclairèrent, elle revit le soleil, elle retrouva un rire calmé d'amoureuse. Lui, frémissant de la sentir ainsi contre sa chair, demi-nu sous la veste et la culotte en lambeaux, l'empoigna dans un réveil de sa virilité. Et ce fut enfin leur nuit de noces, au fond de cette tombe, sur ce lit debout, le besoin de ne pas mourir avant d'avoir eu leur bonheur, l'obstiné besoin de vivre, de faire de la vie une dernière fois. Ils s'aimèrent dans le désespoir de tout, dans la mort. Ensuite, il n'y eut plus rien. Étienne était assis par terre, toujours dans le même coin, et il avait Catherine sur les genoux, couchée, immobile. Des heures s'écoulèrent. Il crut longtemps qu'elle dormait. Puis, il la toucha. Elle était très froide. Elle était morte. Pourtant, il ne remuait pas, de peur de la réveiller. L'idée qu'il l'avait eue femme le premier, et qu'elle pouvait être grosse, l'attendrissait. D'autres idées, l'envie de partir avec elle, la joie de ce qu'ils feraient tous les deux plus tard, revenaient par moments, mais si vagues qu'elle semblait effleurer à peine son front comme le souffle même du sommeil. Il s'affaiblissait, il ne lui restait que la force d'un petit geste, un lent mouvement de la main, pour s'assurer qu'elle était bien là, ainsi qu'une enfant endormie dans sa raideur glacée. Tout s'anéantissait, la nuit elle-même avait sombré, il n'était nulle part, hors de l'espace, hors du temps. Quelque chose tapait bien à côté de sa tête, des coups dont la violence se rapprochait, mais il avait eu d'abord la paresse d'aller répondre, engourdi d'une fatigue immense. Et, à présent, il ne savait plus, il rêvait seulement qu'elle marchait devant lui et qu'il entendait le léger claquement de ses sabots. 2 jours se passèrent. Elle n'avait pas remué. Il la touchait de son geste machinal, rassuré de la sentir si tranquille. Étienne ressentit une secousse. Des voix grondaient, des roches roulaient jusqu'à ses pieds. Quand il aperçut une lampe, il pleura. Ses yeux clignotants suivaient la lumière. Il ne se lassait pas de la voir, en extase devant ce point rougeâtre, qui tachait à peine les ténèbres. Mais des camarades l'emportaient. Il les laissa introduire entre ses dents serrées des cuillerées de bouillon. Ce fut seulement dans la galerie de Réquillart qu'il reconnut quelqu'un, l'ingénieur Négrel, debout devant lui. Et ces 2 hommes qui se méprisaient, l'ouvrier révolté, le chef sceptique, se jetèrent au cou l'un de l'autre, sanglotèrent à grands sanglots dans le bouleversement profond de toute l'humanité qui était en eux. C'était une tristesse immense, la misère des générations, l'excès de douleur où peut tomber la vie. Au jour, la Maheude, abattue près de Catherine morte, jeta un cri, puis un autre, de grandes plaintes très longues, incessantes. Plusieurs cadavres étaient déjà remontés et alignés par terre. Chaval que l'on crut assommé sous un éboulement. Un galibot et 2 haveurs également fracassés, le crâne vide de cervelle, le ventre gonflé d'eau. Des femmes, dans la foule, perdaient la raison, déchiraient leurs jupes, s'égratignaient la face. Lorsqu'on le sortit enfin, après l'avoir habitué aux lampes et nourri un peu, Étienne apparut décharné, les cheveux tout blancs. Et on s'écartait, on frémissait devant ce vieillard. La Maheude s'arrêta de crier, pour le regarder stupidement, de ses grands yeux fixes. Chapitre 6. Il était 4 heures du matin. La fraîche nuit d'avril s'attiédissait de l'approche du jour. Dans le ciel limpide, les étoiles vacillaient, tandis qu'une clarté d'aurore empourprait l'Orient. Et la campagne noire, assoupie, avait à peine un frisson. Cette vague rumeur qui précède le réveil. Étienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer 6 semaines à Montsou, dans un lit de l'hôpital. Jaune encore et très maigre,
Il s'était senti la force de partir, et il partait. La compagnie, tremblant toujours pour ses fosses, précédant à des renvois successifs, l'avait averti qu'elle ne pourrait le garder. Elle lui offrait d'ailleurs un secours de 100 francs avec le conseil paternel de quitter le travail des mines, trop dur pour lui désormais. Mais il avait refusé les 100 francs. Déjà, une réponse de Pluchart, une lettre où se trouvait l'argent du voyage, l'appelait à Paris. C'était son ancien rêve réalisé. La veille, en sortant de l'hôpital, il avait couché au Bon Joyeux, chez la veuve Désir. Et il se levait de grand matin, une seule envie lui restait. Dire adieu aux camarades, avant d'aller prendre le train de 8 heures à Marchiennes. Un instant, sur le chemin qui devenait rose, Étienne s'arrêta. Il faisait bon respirer cet air si pur du printemps précoce. La matinée s'annonçait superbe. Lentement, le jour grandissait. La vie de la terre montait avec le soleil, et il se remit en marche, tapant fortement son bâton de cornouiller, regardant au loin la plaine sortir des vapeurs de la nuit. Il n'avait revu personne. La Maheude était venue une seule fois à l'hôpital, puis n'avait pu revenir sans doute. Mais il savait que tout le coron des 240 descendait à Jean Bart maintenant, et qu'elle-même y avait repris du travail. Peu à peu, les chemins déserts se peuplaient. Des charbonniers passaient continuellement près d'Étienne, la face blême, silencieux. La compagnie, disait-on, abusait de son triomphe. Après 2 mois et demi de grève, vaincus par la faim, lorsqu'ils étaient retournés aux fosses, ils avaient dû accepter le tarif de boisage, cette baisse de salaire déguisée, exécrable à présent, ensanglantée du sang des camarades. On leur volait 1 heure de travail, on les faisait mentir à leur serment de ne pas se soumettre, et ce parjure imposé leur restait en travers de la gorge, comme une poche de fiel. Le travail recommençait partout, à Mirou, à Madeleine, à Crèvecoeur, à la Victoire. Partout, dans la brume du matin, le long des chemins noyés de ténèbres, le troupeau piétinait, des files d'hommes trottant le nez vers la terre, ainsi que du bétail mené à l'abattoir. Ils grelottaient sous leurs minces vêtements de toile, ils croisaient les bras, roulaient les reins, gonflaient le dos, que le briquet, logé entre la chemise et la veste, rendait bossu. Et, dans ce retour en masse, dans ces ombres muettes, toutes noires, sans un rire, sans un regard de côté, on sentait les dents serrées de colère, le cœur gonflé de haine, l'unique résignation à la nécessité du ventre. Plus il approchait de la fosse, et plus Étienne voyait leur nombre s'accroître. Presque tous marchaient isolés, ceux qui venaient par groupes se suivaient à la file, éreintés déjà, là des autres et d'eux-mêmes. Il en aperçut un, très vieux, dont les yeux luisaient, pareils à des charbons, sous un front livide. Un autre, un jeune, soufflait d'un souffle contenu de tempête. Beaucoup avaient leurs sabots à la main, et l'on entendait à peine sur le sol le bruit mou de leurs gros bas de laine. C'était un ruissellement sans fin, une débâcle, une marche forcée d'armées battues, allant toujours la tête basse, enragées sourdement du besoin de reprendre la lutte et de se venger. Lorsqu'Étienne arriva, Jean Bart sortait de l'ombre. Les lanternes accrochées au tréteau brûlaient encore dans l'aube naissante. Au-dessus des bâtiments obscurs, un échappement s'élevait comme une aigrette blanche, délicatement teintée de carmin. Il passa par l'escalier du criblage pour se rendre à la recette. La descente commençait. Des ouvriers montaient de la baraque. Un instant, il resta immobile, dans ce vacarme et cette agitation. Des roulements de berline ébranlaient les dalles de fonte, les bobines tournaient, déroulaient les câbles, au milieu des éclats du porte-voix, de la sonnerie des timbres, des coups de massue sur le billot du signal. Et il retrouvait le monstre avalant sa ration de chair humaine. Les cages émergeant, replongeant, engouffrant des charges d'hommes, sans un arrêt, avec le coup de gosier facile d'un géant vorace. Depuis son accident, il avait une horreur nerveuse de la mine. Ces cages qui s'enfonçaient lui tiraient les entrailles. Il dut tourner la tête. Le puits l'exaspérait.
Mais, dans la vaste salle encore sombre, que les lanternes épuisées éclairaient d'une clarté louche, il n'apercevait aucun visage ami. Les mineurs qui attendaient là, pieds nus, la lampe à la main, le regardaient de leurs gros yeux inquiets, puis baissaient le front, se reculaient d'un air de honte. Eux, sans doute, le connaissaient, et ils n'avaient plus de rancune contre lui. Ils semblaient au contraire le craindre, rougissant à l'idée qu'il leur reprochait d'être des lâches. Cette attitude lui gonfla le cœur. Il oubliait que ces misérables l'avaient lapidé. Il recommençait le rêve de les changer en héros, de diriger le peuple, cette force de la nature qui se dévorait elle-même. Une cage embarqua des hommes, la fournée disparut, et comme d'autres arrivaient, il vit enfin un de ses lieutenants de la grève, un brave qui avait juré de mourir. « Toi aussi » murmura-t-il, navré. L'autre pâlit, les lèvres tremblantes. Puis, avec un geste d'excuse, « Que veux-tu ? J'ai une femme. » Maintenant, dans le nouveau flot monté de la baraque, il les reconnaissait tous. « Toi aussi, toi aussi, toi aussi !» Et tous frémissaient, bégayaient d'une voix étouffée. « J'ai une mère, j'ai des enfants, il faut du pain. » La cage ne reparaissait pas. Ils l'attendirent, mornes, dans une telle souffrance de leur défaite, que leurs regards évitaient de se rencontrer, fixés obstinément sur le puits. « Et la Maheude ?» demanda Étienne. Ils ne répondirent point. On fit signe qu'elle allait venir. D'autres levèrent leurs bras, tremblant de pitié. « Ah, la pauvre femme ! Quelle misère !» Le silence continuait. Et quand le camarade leur tendit la main pour leur dire adieu, tous la lui serrèrent fortement, tous mirent dans cette étreinte muette la rage d'avoir cédé, l'espoir fiévreux de la revanche. La cage était là, ils s'embarquèrent, ils s'abîmèrent, mangés par le gouffre. Pierron avait paru, avec la lampe à feu libre des porions, fixée dans le cuir de sa barrette. Depuis 8 jours, il était chef d'équipe à l'accrochage, et les ouvriers s'écartaient car les honneurs le rendaient fier. La vue d'Étienne l'ennuya, il s'approcha pourtant, finit par se rassurer lorsque le jeune homme lui eut annoncé son départ. Ils causèrent. Sa femme tenait maintenant l'estaminet du progrès grâce à l'appui de tous ces messieurs qui se montraient si bons pour elle. Mais, s'interrompant, il s'emporta contre le père Mouque, qui l'accusait de n'avoir pas remonté le fumier de ses chevaux à l'heure réglementaire. Le vieux l'écoutait, courbait les épaules. Puis, avant de descendre, suffoqué de cette réprimande, il donna lui aussi une poignée de main à Étienne, la même que celle des autres, longue, chaude de colère rentrée, frémissante des rébellions futures. Et cette vieille main qui tremblait dans la sienne, ce vieillard qui lui pardonnait ses enfants morts, l'émotionna tellement qu'il le regarda disparaître, sans dire un mot. « La Maheude ne vient donc pas ce matin ?» demanda-t-il à Pierron au bout d'un instant. D'abord, ce dernier affecta de n'avoir pas compris, car la mauvaise chance s'empoignait des fois, rien qu'à en parler. Puis, comme il s'éloignait, sous prétexte de donner un ordre, il dit enfin. « Hein ? La Maheude, la voici. » En effet, la Maheude arrivait de la baraque avec sa lampe, vêtue de la culotte et de la veste, la tête serrée dans le béguin. C'était par une exception charitable que la compagnie, apitoyée sur le sort de cette malheureuse, si cruellement frappée, avait bien voulu la laisser redescendre à l'âge de 40 ans. Et, comme il semblait difficile de la remettre au roulage, on l'employait à la manœuvre d'un petit ventilateur qu'on venait d'installer dans la galerie nord, dans ces régions d'enfer, sous le Tartaret, où l'aérage ne se faisait pas. Pendant 10 heures, les reins cassés, elle tournait sa roue, au fond d'un boyau ardent, la chair cuite par 40 degrés de chaleur. Elle gagnait 30 sous. Lorsqu'Étienne l'aperçut, lamentable dans ses vêtements d'homme, la gorge et le ventre comme enflés encore de l'humidité des tailles, il bégaya de saisissement.
Il ne trouvait pas les phrases pour expliquer qu'il partait et qu'il avait désiré lui faire ses adieux. Elle le regardait sans l'écouter. Elle dit enfin, en le tutoyant. « Hein ? Ça t'étonne de me voir ? C'est bien vrai que je menaçais d'étrangler le premier des miens qui redescendrait. Et voilà que je redescends. Je devrais m'étrangler moi-même, n'est-ce pas ? Ah va, ce serait déjà fait, s'il n'y avait pas le vieux et les petits à la maison. » Et elle continua de sa voix basse et fatiguée. Elle ne s'excusait pas, elle racontait simplement les choses, qu'ils avaient failli crever et qu'elle s'était décidée pour qu'on ne les renvoyât pas du coron. « Comment se porte le vieux ? » demanda Étienne. « Il est toujours bien doux et bien propre, mais la caboche s'en est allée complètement. On ne l'a pas condamné pour son affaire, tu sais. Il était question de le mettre chez les fous, je n'ai pas voulu. On lui aurait fichu son paquet dans un bouillon. Son histoire nous a causé tout de même beaucoup de tort, car il n'aura jamais sa pension. Un de ces messieurs m'a dit que ce serait immoral si on lui en donnait une. »« Jeanlin travaille ? » ?»« Oui, ces messieurs lui ont trouvé de la besogne, au jour. Il gagne 20 sous. Oh, je ne me plains pas. Les chefs se sont montrés très bons, comme ils me l'ont expliqué eux-mêmes. Les 20 sous du gamin et mes 30 sous à moi, ça fait 50 sous. Si nous n'étions pas 6, on aurait de quoi manger. Estelle dévore maintenant. Et le pis, c'est qu'il faudra attendre 4 ou 5 ans avant que Lénore et Henri soient en âge de venir à la fosse. Étienne ne put retenir un geste douloureux. Eux aussi. Une rougeur était montée aux joues blêmes de la Maheude, tandis que ses yeux s'allumaient. Mais ses épaules s'affaissèrent, comme sous l'écrasement du destin. Que veux-tu ? Eux, après les autres. Tous y ont laissé la peau. C'est leur tour. Elle se tut. Des moulineurs qui roulaient des berlines les dérangèrent. Par les grandes fenêtres poussiéreuses, le petit jour entrait, noyant les lanternes d'une lueur grise. Et le branle de la machine reprenait toutes les 3 minutes. Les câbles se déroulaient, les cages continuaient à engloutir des hommes. « Allons, les flâneurs, dépêchons-nous !» cria Pierron. « Embarquez, jamais nous n'en finirons aujourd'hui !» La Maheude, qui le regardait, ne bougea pas. Elle avait déjà laissé passer 3 cages. Elle dit, comme se réveillant et se souvenant des premiers mots d'Étienne. « Alors, tu pars ? » ?»« Oui, ce matin. »« Tu as raison. Vaut mieux être ailleurs, quand on le peut. Et ça me fait plaisir de t'avoir vu, parce que tu sauras au moins que je n'ai rien sur le cœur contre toi. Un moment, je t'aurais assommé, après toutes ces tueries. Mais on réfléchit, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'au bout du compte, ce n'est la faute de personne. Non, non, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tout le monde. Maintenant, elle causait avec tranquillité de ses morts, de son homme, de Zacharie, de Catherine. Et des larmes parurent seulement dans ses yeux lorsqu'elle prononça le nom Alzire. Elle était revenue à son calme de femme raisonnable. Elle jugeait très sagement les choses. Ça ne porterait pas chance aux bourgeois d'avoir tué tant de pauvres gens. Bien sûr qu'ils en seraient punis un jour, car tout se paie. On n'aurait pas même besoin de s'en mêler. La boutique sauterait seule, les soldats tireraient sur les patrons comme ils avaient tiré sur les ouvriers. Et, dans sa résignation séculaire, dans cette hérédité de discipline qui la courbait de nouveau, un travail s'était ainsi fait, la certitude que l'injustice ne pouvait durer davantage et que, s'il n'y avait plus de bon Dieu, il en repousserait un autre pour venger les misérables. Elle parlait bas, avec des regards méfiants. Puis, comme Pierron s'était rapproché, elle ajouta tout haut. « Eh bien, si tu pars, il faut prendre chez nous tes affaires. Il y a encore 2 chemises, 3 mouchoirs, une vieille culotte. » Étienne refusa du geste ces quelques nippes, échappées au brocanteur. « Non, ça n'en vaut pas la peine. Ce sera pour les enfants. À Paris, je m'arrangerai. » 2 cages encore étaient descendues,
et Pierron se décida à interpeller directement la Maheude. « Dites donc, là-bas, on vous attend. Est-ce bientôt fini, cette causette ?» Mais elle tourna le dos. Qu'avait-il à faire du zèle, ce vendu ? Ça ne le regardait pas, la descente. Ces hommes l'exécraient assez déjà à son accrochage. Et elle s'entêtait, sa lampe au doigt, glacée dans les courants d'air malgré la douceur de la saison. Ni Étienne ni elle ne trouvaient plus une parole. Ils demeuraient face à face. Ils avaient le cœur si gros qu'ils auraient voulu se dire encore quelque chose. Enfin, elle parla pour parler. La Levaque est enceinte. Levaque est toujours en prison. C'est Bouteloup qui le remplace en attendant. Oh oui, Bouteloup. Et écoute donc, t'ai-je raconté ? Philomène est partie. Comment partie ? Oui, partie, avec un mineur du Pas-de-Calais. J'ai eu peur qu'elle ne me laissât les 2 mioches. Mais non, elle les a emportés. Hein ? Une femme qui crache le sang et qui a l'air continuellement d'avaler sa langue. Elle rêva un instant, puis elle continua d'une voix lente. En a-t-on dit sur mon compte ? Tu te souviens, on disait que je couchais avec toi. Mon Dieu, après la mort de mon homme, ça aurait très bien pu arriver si j'avais été plus jeune, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, j'aime mieux que ça ne se soit pas fait, car nous en aurions du regret, pour sûr. Oui, nous en aurions du regret, répéta Étienne simplement. Ce fut tout. Ils ne parlèrent pas davantage. Une cage l'attendait. On l'appelait avec colère en la menaçant d'une amende. Alors, elle se décida, elle lui serra la main. Très ému, il la regardait toujours, si ravagée et finie, avec sa face livide, ses cheveux décolorés débordant du béguin bleu, son corps de bonne bête trop féconde, déformé sous la culotte et la veste de toile. Et, dans cette poignée de main dernière, il retrouvait encore celle de ses camarades, une étreinte longue, muette, qui lui donnait rendez-vous pour le jour où l'on recommencerait. Il comprit parfaitement. Elle avait au fond des yeux sa croyance tranquille. À bientôt. Et cette fois, ce serait le grand coup. « Quel nom de Dieu de fainéante !» cria Pierron. Poussée, bousculée, la Maheude s'entassa au fond d'une berline avec 4 autres. On tira la corde du signal pour taper à la viande, la cage se décrocha, tomba dans la nuit, et il n'y eut plus que la fuite rapide du câble. Alors, Étienne quitta la fosse. En bas, sous le hangar du criblage, il aperçut un être assis par terre, les jambes allongées, au milieu d'une épaisse couche de charbon. C'était Jeanlin, employé comme nettoyeur de gros. Il tenait un bloc de houille entre ses cuisses, il le débarrassait à coups de marteau des fragments de schiste. Et une fine poudre le noyait d'un tel flot de suie que jamais le jeune homme ne l'aurait reconnu si l'enfant n'avait levé son museau de singe, aux oreilles écartées, aux petits yeux verdâtres. Il eut un rire de blague, il cassa le bloc d'un dernier coup, disparut dans la poussière noire qui montait. Dehors, Étienne suivit un moment la route, absorbé. Toutes sortes d'idées bourdonnaient en lui, mais il eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Le soleil paraissait à l'horizon, glorieux. C'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Un flot d'or roulait de l'Orient à l'Occident sur la plaine immense. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait, en un frisson de jeunesse, où vibraient les soupirs de la terre, le chant des oiseaux, tous les murmures des eaux et des bois. Il faisait bon vivre, le vieux monde voulait vivre un printemps encore. Et, pénétré de cet espoir, Étienne ralentit sa marche, les yeux perdus à droite et à gauche, dans cette gaieté de la nouvelle saison. Il songeait à lui, il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Son éducation était finie, il s'en allait armé, en soldat raisonneur de la Révolution, ayant déclaré la guerre à la société, telle qu'il la voyait et telle qu'il la condamnait. La joie de rejoindre Pluchart, d'être comme Pluchart un chef écouté, lui soufflait des discours,
dont il arrangeait les phrases. Il méditait d'élargir son programme. L'affinement bourgeois qu'il avait haussé au-dessus de sa classe le jetait à une haine plus grande de la bourgeoisie. Ces ouvriers, dont l'odeur de misère le gênait maintenant, il éprouvait le besoin de les mettre dans une gloire. Il les montrerait comme les seuls grands, les seuls impeccables, comme l'unique noblesse et l'unique force où l'humanité put se retremper. Déjà, il se voyait à la tribune, triomphant avec le peuple, si le peuple ne le dévorait pas. Très haut, un chant d'alouettes lui fit regarder le ciel. De petites nuées rouges, les dernières vapeurs de la nuit, se fondaient dans le bleu limpide, et les figures vagues de Souvarine et de Rasseneur lui apparurent. Décidément, tout se gâtait lorsque chacun tirait à soi le pouvoir. Ainsi, cette fameuse internationale, qui aurait dû renouveler le monde, avortait d'impuissance, après avoir vu son armée formidable se diviser, s'émietter dans des querelles intérieures. Darwin avait-il donc raison? Le monde ne serait-il qu'une bataille, les forts mangeant les faibles, pour la beauté et la continuité de l'espèce? Cette question le troublait, bien qu'il tranchât en homme content de sa science. Mais une idée dissipa ses doutes, l'enchanta, celle de reprendre son explication ancienne de la théorie, la première fois qu'il parlerait. S'il fallait qu'une classe fût mangée, n'était-ce pas le peuple, vivace, neuf encore, qui mangerait la bourgeoisie épuisée de jouissance? Du sang nouveau ferait la société nouvelle. Et, dans cette attente d'un envahissement des barbares, régénérant les vieilles nations caduques, reparaissait sa foi absolue à une révolution prochaine, la vraie, celle des travailleurs dont l'incendie embraserait la fin du siècle de cette pourpre de soleil levant qu'il regardait saigner au ciel. Il marchait toujours, rêvassant, battant de sa canne de cornouiller les cailloux de la terre. Et, quand il jetait les yeux autour de lui, il reconnaissait des coins du pays. Justement, à la fourche aux bœufs, il se souvint qu'il avait pris là le commandement de la bande, le matin du saccage des fosses. Aujourd'hui, le travail de brute, mortel, mal payé, recommençait. Sous la terre, là-bas, à 700 mètres, il lui semblait entendre des coups sourds, réguliers, continus. C'étaient les camarades qu'il venait de voir descendre, les camarades noirs qui tapaient dans leur rage silencieuse. Sans doute, ils étaient vaincus. Ils y avaient laissé de l'argent et des morts. Mais Paris n'oublierait pas les coups de feu du Voreux. Le sang de l'Empire, lui aussi, coulerait par cette blessure inguérissable. Et, si la crise industrielle tirait à sa fin, si les usines rouvraient une à une, l'état de guerre n'en restait pas moins déclaré, sans que la paix fût désormais possible. Les charbonniers s'étaient comptés. Ils avaient essayé leur force, secoués de leurs cris de justice les ouvriers de la France entière. Aussi, leur défaite ne rassurait-elle personne. Les bourgeois de Montsou, envahis dans leur victoire du sourd malaise des lendemains de grève, regardaient derrière eux si leur fin n'était pas là, quand même, inévitable, au fond de ce grand silence. Ils comprenaient que la révolution renaîtrait sans cesse, demain peut-être, avec la grève générale, l'entente de tous les travailleurs ayant des caisses de secours, pouvant tenir pendant des mois en mangeant du pain. Cette fois encore, c'était un coup d'épaule donné à la société en ruine, et ils en avaient entendu le craquement sous leurs pas, et ils sentaient monter d'autres secousses, toujours d'autres, jusqu'à ce que le vieil édifice, ébranlé, s'effondrât, s'engloutit comme le Voreux coulant à l'abîme. Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle. Il se rappela, il y avait empêché la bande de se ruer sur Gaston-Marie. Au loin, dans le soleil clair, il voyait les beffrois de plusieurs fosses. Mirou sur la droite, Madeleine et Crèvecoeur côte à côte. Le travail grondait partout. Les corps de rivelaine, qu'il croyait saisir au fond de la terre, tapaient maintenant d'un bout de la plaine à l'autre. Un coup, et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les routes,
les villages, qui riaient à la lumière. Tout l'obscur travail du bagne souterrain, si écrasé par la masse énorme des roches, qu'il fallait le savoir là-dessous, pour en distinguer le grand soupir douloureux. Et il songeait à présent que la victoire peut-être ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne. Cela valait bien la peine de galoper à 3000 en une bande dévastatrice. Vaguement, il devinait que la légalité, un jour, pouvait être plus terrible. Sa raison mûrissait. Il avait jeté la gourme de ses rancunes. Oui, la Maheude le disait bien avec son bon sens. Ce serait le grand coup, sans régimenter, tranquillement, se connaître, se réunir en syndicat lorsque les lois le permettraient. Puis, le matin où l'on se sentirait les coudes, où l'on se trouverait des millions de travailleurs en face de quelques milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres. Ah, quel réveil de vérité et de justice! Le Dieu repu et accroupi en crèverait sur l'heure. L'idole monstrueuse, cachée au fond de son tabernacle, dans cet inconnu lointain où les misérables la nourrissaient de leur chair, sans l'avoir jamais vue. Mais Étienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. À droite, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit que 3 pompes épuisaient sans relâche. Puis, c'étaient les autres fosses à l'horizon, la Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantel. Tandis que vers le nord, les taux élevés des hauts fourneaux et les batteries des fours à coke fumaient dans l'air transparent du matin. S'il voulait ne pas manquer le train de 8 heures, il devait se hâter, car il avait encore 6 kilomètres à faire. Et, sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades étaient tous là. Il les entendait le suivre à chaque enjambée. N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de betterave, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur? À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillée d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.